Il faisait encore nuit dehors quand j'ai entendu les coups sourds sur ma porte d'entrée. J'ai regardé le réveil, 5h02 du matin. Personne ne frappe à cette heure-là, sauf si quelque chose de grave est arrivé. J'ai enfilé un sweat et je suis allé à la porte, le cœur battant la chamade. Quand j'ai ouvert, mon voisin de palier, Gabriel Rochefort, se tenait là. Il avait le visage blême, la respiration saccadée, comme s'il avait couru pour venir. « Ne va pas au travail aujourd'hui » a-t-il dit, la voix basse et pressante. « Reste à la maison. Fais-moi confiance, c'est tout. » Je l'ai dévisagé, confuse. Gabriel était un homme discret, poli, qui prononçait rarement plus de quelques mots quand on se croisait. Je ne savais presque rien de lui, si ce n'est qu'il était très réservé et qu'il avait emménagé dans le quartier 1 an plus tôt. Le voir dans cet état, terrifié, sonnait faux. « De quoi est-ce que tu parles » ai-je demandé. « Il s'est passé quelque chose ?» Il a secoué lentement la tête, mais ses yeux lançaient un avertissement aigu. « Je ne peux pas t'expliquer maintenant. Promets-moi juste que tu ne quitteras pas la maison aujourd'hui. » Sous aucun prétexte. Tout semblait irréel à cet instant. L'air froid du matin, la traînée rose de l'aube qui commençait à poindre à l'horizon. Et mon voisin, d'habitude si impassible, qui ressemblait maintenant à un homme sur le point de s'effondrer. J'ai pris une lente inspiration. « Gabriel, tu me fais peur » ai-je dit. « Pourquoi est-ce que je ne devrais pas y aller ?» Il a hésité. Puis sa voix est tombée à un murmure. « Tu comprendras avant midi. » Avant que je puisse poser une autre question, il a reculé, a jeté un regard autour du voisinage comme si quelqu'un pouvait nous observer, et est retourné d'un pas rapide vers sa maison. Il n'a pas regardé en arrière. Je suis resté là, en silence, la main encore sur la poignée de la porte, l'esprit en ébullition. Une partie de moi, la plus rationnelle, voulait ignorer tout ça, le mettre sur le compte de la paranoïa. Peut-être qu'il était confus. Peut-être qu'il faisait une sorte de crise de nerfs. Mais une autre partie de moi, celle qui avait toujours fait confiance à mon instinct, me disait de ne pas l'ignorer. Et il y avait une autre raison pour laquelle je ne pouvais pas simplement hausser les épaules. Il y a 3 mois, j'ai perdu mon père. Sa mort a été soudaine. Officiellement, la cause était un AVC. Mais dans les jours qui ont précédé, il n'arrêtait pas d'essayer de me parler de quelque chose d'important qu'il devait me montrer. Quand j'insistais, il se contentait de dire « ça concerne notre famille. Il est temps que tu saches. » Puis, avant que nous ayons pu avoir cette conversation, il était parti. Depuis, des choses étranges se produisaient autour de moi. Une voiture aux vitres teintées garée pendant des heures près de mon allée. Mon téléphone qui sonnait avec des numéros masqués, sans personne au bout du fil. Ma sœur cadette Chloé, qui travaille à l'étranger, m'appelant pour me demander si j'avais remarqué de nouvelles personnes dans le quartier. Personne n'avait rien dit directement, mais je l'avais senti. Quelque chose bougeait dans ma vie, silencieusement, intentionnellement, et quoi que ce soit, ce n'était pas un hasard. Je m'appelle Amélie Renaud. J'ai 33 ans, je suis analyste financière chez BNP Paribas Asset Management, et je suis le genre de personne qui n'a jamais manqué un jour de travail, sauf en cas de maladie. Je vis seule dans la maison dont j'ai hérité de ma grand-mère. C'est une vie tranquille, structurée, prévisible. Jusqu'à aujourd'hui. J'ai fait un choix à ce moment-là, non par peur, mais par logique. Si Gabriel avait tort, je poserais simplement une journée pour urgence personnelle. S'il avait raison, je pourrais être en train de me sauver la vie sans même le savoir. J'ai envoyé un SMS à ma supérieure pour lui dire que je ne pouvais pas venir en raison d'une urgence personnelle. Puis j'ai attendu. Les heures s'écoulaient lentement. Chaque bruit dans la maison semblait plus fort que d'habitude. Le tic-tac de l'horloge dans la cuisine, le bourdonnement du réfrigérateur, même le vent contre la fenêtre ressemblait à quelqu'un qui essayait de parler à travers les murs. Vers 11h30, j'ai commencé à me sentir stupide. Rien ne s'était passé. Gabriel n'était pas revenu. Peut-être que je surréagissais. C'est alors que mon téléphone a sonné. Numéro inconnu. J'ai répondu, m'attendant à ma supérieure ou à un appel publicitaire. Au lieu de cela, j'ai entendu une voix calme et autoritaire dire « Madame, ici le lieutenant Dubois de la gendarmerie nationale.
Avez-vous connaissance d'un incident critique qui s'est produit sur votre lieu de travail ce matin? Mon souffle s'est coupé. Quel incident? Le lieutenant a expiré, son ton changeant. Il y a eu une violente agression dans votre immeuble. Plusieurs employés ont été blessés. Nous avons des raisons de croire que vous étiez présente. Mon sang s'est glacé. C'est impossible. Je n'y étais pas, silence. Puis le lieutenant a répondu, nous avons des images de votre voiture arrivant à 8h02. Votre badge d'accès a été utilisé pour entrer dans le bâtiment, et les rapports de sécurité indiquent que vous avez été vu pour la dernière fois au 3e étage avant l'attaque. Mes genoux se sont dérobés. Je me suis agrippé au bord de la table pour ne pas tomber. Quelqu'un avait utilisé mon identité. Quelqu'un voulait que je sois là-bas. Et quelqu'un voulait que le monde croie que j'y étais. Si vous voulez savoir ce que la police m'a dit ensuite et la vérité que mon voisin avait essayé de me cacher, abonnez-vous maintenant et dites-moi dans les commentaires depuis où vous regardez. Parce que ce qui s'est passé à midi n'a pas seulement changé ma vie. Cela a révélé pourquoi je n'étais pas censé survivre à cette journée. La voix du lieutenant restait calme, mais il y avait quelque chose en dessous. Une urgence mêlée de prudence qui me disait que ce n'était pas un simple appel de courtoisie. C'était un appel qui allait tout changer. Mademoiselle Renaud, a poursuivi le lieutenant, vos collègues ont déclaré vous avoir vu entrer dans le bâtiment ce matin. Les registres de sécurité montrent que votre badge d'accès a été utilisé à 8h02. Nous avons des images horodatées de votre véhicule entrant dans le parking. J'ai pressé le téléphone contre mon oreille, ma voix mal assurée. Ce n'est pas possible. J'ai été à la maison toute la matinée. Je ne suis pas allé au travail aujourd'hui. Il y eut une pause. Puis il a posé une question qui m'a glacé le sang. Quelqu'un peut-il le confirmer? J'ai regardé autour de mon salon vide. Le silence semblait lourd. Accusateur. Non, ai-je murmuré. Je vis seul. Le ton du lieutenant a changé, devenant plus formel. Mademoiselle Renaud. Vers 11h47, une alerte d'urgence a été déclenchée au 3e étage de votre bâtiment. Une attaque coordonnée a eu lieu. Vous avez été porté disparu sur les lieux. Nous devons vous localiser pour votre sécurité et pour un interrogatoire. Ma prise sur le téléphone s'est resserrée. Un interrogatoire? Pourquoi serais-je interrogé? Il y eut une pause plus longue cette fois, comme s'il choisissait ses mots avec soin. Des preuves ont été trouvées dans le bâtiment. Des objets vous appartenant ont été récupérés près de la scène de l'incident. Mon esprit s'est vidé. Des objets m'appartenant. C'est là que je me suis souvenu de Gabriel. Son visage pâle. Ses mains tremblantes. Ne va pas au travail aujourd'hui. Quelqu'un avait planifié cela, et j'avais fait partie de ce plan, soit en tant que victime, soit en tant que coupable désigné. Je vous le dis, je n'y étais pas, ai-je dit, en essayant de rester calme. Quelqu'un a dû cloner mon badge d'accès. Où? Puis une pensée soudaine m'a frappé si fort que je pouvais à peine parler. Ma voiture. Avez-vous vu qui est sorti de la voiture sur ces images? Le lieutenant a répondu tranquillement. Les images sont corrompues. On ne voit pas le visage. Seulement le véhicule qui entre, avec votre plaque d'immatriculation bien visible. Mon pouce est accéléré. Quiconque avait fait ça avait accès à ma voiture ou à un véhicule identique. Mon identité n'avait pas seulement été volée. Elle avait été remplacée. J'ai jeté un coup d'œil par la fenêtre, le cœur battant à tout rompre. Étais-je surveillé? Quelqu'un attendait-il que je panique et que je fasse le mauvais choix? Avant que je puisse poser d'autres questions, le lieutenant a dit, des unités arriveront sous peu à votre adresse. Veuillez ne pas quitter les lieux. Mon instinct s'est mis en alerte maximale. Si Gabriel m'avait dit de ne pas aller au travail et que quelqu'un s'était fait passer pour moi, alors la police qui arrivait ne venait peut-être pas pour ma sécurité. Il venait peut-être pour m'arrêter. Dès que l'appel s'est terminé, j'ai fermé tous les stores et verrouillé toutes les portes. Ma respiration était courte. Mon esprit a repassé chaque moment étrange des dernières semaines. Un homme en costume qui m'observait depuis sa voiture au bout de la rue. Des emails d'expéditeurs inconnus me demandant si je serais au bureau mardi.
Le sentiment que quelqu'un avait fouillé dans mes affaires en mon absence. Ce n'était pas de la paranoïa. C'était une préparation. Soudain, on a frappé à ma porte. Des coups secs, contrôlés, ni hésitant comme un voisin inquiet, ni frénétique comme quelqu'un en danger. C'était délibéré. J'ai retenu mon souffle et je suis restée silencieuse. Un autre coup, puis une voix. Amélie, c'est Gabriel. Ouvre la porte. Il faut qu'on parle. Ma poitrine s'est serrée. Je me suis approchée lentement de la porte mais je ne l'ai pas ouverte. Comment savais-tu que la police allait m'appeler, ai-je demandé à travers le bois. Sa voix est revenue, basse et stable. Parce qu'ils ne viennent pas pour t'aider. Ils viennent pour te placer en détention. Tu n'étais pas censé te réveiller dans ton propre lit ce matin. Ma tête tournait. De quoi est-ce que tu parles? Ils ont mis en scène l'incident pour éliminer tout le monde dans ce bâtiment, a-t-il dit. Et tu étais censé être là, non pas comme une victime, mais comme celle qu'ils allaient accuser. Il a marqué une pause. Et maintenant, ils ont besoin de toi vivante assez longtemps pour que tu avoues quelque chose que tu n'as pas fait. Une froide prise de conscience m'a envahi. Quiconque avait fait ça ne voulait pas seulement me voir disparaître. Il voulait m'effacer et réécrire mon histoire pour faire de moi la méchante. Et quoi qu'il devait se passer à midi, ça n'avait jamais été à propos du bâtiment. C'était à propos de moi. J'ai ouvert la porte lentement, non pas parce que je faisais entièrement confiance à Gabriel, mais parce que je me méfiais encore plus de la peur. Ses yeux se sont rivés aux miens dès que la porte s'est entr'ouverte, perçant, vigilant, comme s'il cherchait le moindre signe que nous n'étions pas seuls. Sans demander la permission, il est entré et a refermé la porte derrière lui. Il n'a pas perdu de temps. Ils sont déjà en route, a-t-il dit. Tu as quelques minutes, peut-être moins, avant qu'il n'arrive et ne déclare cette maison scène de crime. J'ai croisé les bras, essayant de calmer ma respiration. Pourquoi? Pourquoi moi? Qu'est-ce qui se passe? Il n'a pas répondu tout de suite. Au lieu de cela, il est allé à la fenêtre de la cuisine et a scruté la rue. Puis il a baissé la voix. Amélie, je n'ai pas emménagé ici par hasard. J'ai emménagé ici pour veiller sur toi. C'est ton père qui me l'a demandé. Les mots m'ont frappé comme un coup de poing. J'ai reculé d'un pas. Mon père? Non. Mon père était comptable, un homme normal. Il n'a jamais. Gabriel s'est tourné vers moi. Ton père n'a jamais travaillé dans la finance. C'était sa couverture. Il était impliqué dans une enquête gouvernementale secrète pendant près de 2 décennies. Et tu étais l'une des raisons. Ma bouche est devenue sèche. Qu'est-ce que ça veut dire? Gabriel a glissé la main dans sa veste et en a sorti une petite enveloppe noire. Ton père savait qu'une chose pareille arriverait un jour. Il a laissé ça pour toi. J'ai hésité avant de la prendre. Mes doigts tremblaient en dépliant le papier à l'intérieur. Il y avait une note manuscrite. Amélie, si tu lis ceci, alors ce que je craignais est arrivé. Tu n'es pas en danger à cause de quelque chose que tu as fait. Tu es en danger à cause de qui tu es. Ton identité est bien plus complexe que tu ne le penses. Gabriel te dira le reste. Fais-lui confiance comme tu me faisais confiance. Ne te rends pas. S'il t'arrête, tu disparaîtras. Papa. Mes genoux ont fléchi. Mon père avait su. Il avait essayé de me préparer. Toutes ces fois où il disait, il y a des choses qu'il vaut mieux que tu ne saches pas encore. Je pensais qu'il faisait du cinéma. Maintenant, ces mots me revenaient comme des avertissements d'outre-tombe. Gabriel a croisé mon regard. Ils ne se contentent pas de te piéger. Ils viennent te récupérer. Récupérer? Ai-je répété, la voix à peine un murmure. Tu n'as jamais été une simple civile, a dit Gabriel. Ta naissance n'était pas une coïncidence. Ton identité a été construite. Ton père a découvert un programme de biogénétique classifié, lié à des familles importantes, des lignées influentes. Quand il a refusé de coopérer, il est devenu un risque. Sa mort n'était pas naturelle. Tu devais être éliminé ensuite. Mais ils ont trouvé une meilleure utilisation pour toi. Mon cœur battait la chamade. M'utiliser comme quoi?
Il s'est approché. Comme un bouc émissaire. Ils avaient besoin d'un récit qui justifierait la prochaine phase de leur plan. Une opération sous fausse bannière, une tragédie fabriquée avec toi comme visage du mal. La prise de conscience m'a brûlé de l'intérieur. Chaque moment étrange, chaque ombre que j'avais ignorée avait mené à ce point. Donc tout ça a été mis en scène pour détruire ma vie, ai-je demandé. Le regard de Gabriel était ferme. Pas seulement ta vie, ta légitimité. Une fois qu'ils t'auront déclaré menace nationale, ils pourront saisir tous les dossiers liés à l'enquête de ton père. Ils pourront effacer la vérité pour laquelle il est mort. Il a de nouveau fouillé dans sa veste et cette fois, il en a sorti un badge en métal avec un emblème rouge. Ceci donne accès à un coffre-fort sécurisé que ton père utilisait. Il contient des fichiers cryptés qui nomment les personnes derrière cette opération. Si tu n'atteins pas ce coffre avant eux, tout ce pourquoi ton père est mort sera enterré à jamais. J'ai fixé le badge dans sa main, puis la note de mon père. Toute ma vie, j'avais cru que j'étais ordinaire, remplaçable, invisible. Maintenant, je comprenais la vérité. Je n'avais jamais été invisible. Je n'avais jamais été remplaçable. J'étais surveillée parce que j'étais la dernière pièce d'un puzzle que quelqu'un de puissant ne voulait pas voir résolu. Soudain, le son lointain des sirènes a commencé à résonner dans le quartier. Gabriel a regardé vers la fenêtre du salon. Ils sont là, a-t-il dit. Mais il n'avait pas peur. Et pour la première fois depuis ce matin, moi non plus. Car la peur avait été remplacée par quelque chose que je ne portais plus en moi, le doute. J'ai plié la lettre de mon père et mis le badge dans ma poche. Puis j'ai regardé Gabriel et j'ai dit, montre-moi où nous devons aller. Il a hoché la tête une fois. Et à cet instant, j'ai franchi la ligne entre la vie que j'avais toujours connue et la vérité pour laquelle j'étais née. Nous avons à peine eu le temps d'atteindre le SUV de Gabriel que les premiers véhicules noirs banalisés tournaient au coin de la rue et commençaient à encercler mon quartier. Les sirènes s'étaient tues. Ils n'en avaient plus besoin. Ils ne venaient pas en tant que force de l'ordre. Ils venaient pour une récupération. Monte, a ordonné Gabriel, démarrant le moteur dès que ma portière s'est refermée. Nous avons bondi en avant, les pneus crissant. À travers la lunette arrière, j'ai vu deux hommes sortir d'une berline noire, scrutant les environs. L'un d'eux a porté une radio à sa bouche. Son expression était froide et assurée, comme celle d'un homme qui vient récupérer un bien, pas une personne. Un bien. Alors que nous filions sur l'autoroute, un calme étrange m'a envahi. La peur avait quitté mon corps. Ce qui restait, c'était la clarté. Quelque chose en moi avait basculé. Comme une clé qui trouve enfin la bonne serrure. Après 20 minutes de silence, Gabriel a parlé. Il y a quelque chose que tu dois voir avant que nous n'arrivions au coffre. Une fois que tu l'auras vu, tu comprendras pourquoi ils t'ont surveillé toute ta vie. Il a sorti une tablette de sa veste et me l'a tendue. Un dossier était ouvert à l'écran, intitulé « Renaud, Amélie ». Sujet cette B désignation, atout génomique haute priorité projet origine. J'ai fait défiler, le pouce accélérant à la lecture, graphique d'expression génique. Marqueur sanguin absent chez les humains ordinaires. Note, le sujet présente une immunité complète à de multiples souches virales. Potentielle propriété sanguine régénérative. Sujet approuvé pour l'intégration en phase 2. Phase 2. J'ai dégluti avec difficulté. Qu'est-ce que ça veut dire? Régénérative? Immunisé contre quoi? Gabriel gardait les yeux sur la route. Il y a 20 ans, ton père a découvert un programme de biogénétique soutenu par le gouvernement. Ils n'essayaient pas de guérir des maladies. Ils essayaient de créer une nouvelle classe d'êtres humains. Des gens avec des avantages immunitaires spécifiques qui pourraient survivre à des épidémies, des expositions chimiques, des guerres. Je fixais l'écran, la lumière vacillant sur mon visage alors que la vérité commençait à se déposer comme de la cendre. Mon père était impliqué là-dedans? Ai-je demandé. Il n'aurait jamais dû l'être, a dit Gabriel. Il est tombé dessus en découvrant des incohérences médicales dans tes dossiers de petite enfance. Il a trouvé des échantillons de ton sang dans des endroits qu'il n'avait pas autorisés. Il a réalisé que tu étais étudié à son insu. Il a essayé de te retirer du programme, mais ce n'était pas une option.
Les lumières de l'autoroute défilaient comme des comètes blanches. Je pouvais à peine assimiler les mots. Moi, un sujet, un projet, une cible. Gabriel a continué, son ton ferme mais contrôlé. Ton père a fuité l'existence du programme à une commission de surveillance de l'État. La commission a ordonné l'arrêt du projet, mais au lieu de l'arrêter, les responsables ont effacé l'enquête et tous ceux qui étaient au courant. Tous, y compris mon père, ai-je murmuré. Gabriel a hoché la tête. Ils ont fait passer ça pour un AVC, mais il a été empoisonné avec une neurotoxine développée par ce même programme. Sa mort était un message. J'ai fermé les yeux. Pour la première fois, je ne voyais plus mon père comme un homme tranquille avec des secrets. Je le voyais comme quelqu'un qui avait tout sacrifié pour protéger son enfant du monde dans lequel elle ignorait être née. Ils avaient prévu de te récupérer le jour de tes 33 ans, a dit Gabriel. Mais quelque chose a changé. Ton profil a été accéléré. Tes analyses de sang du mois dernier ont déclenché une alerte système. C'est pour ça qu'ils ont mis en scène l'attaque sur ton lieu de travail aujourd'hui. Si tu y étais allé, tu serais soit morte, soit disparue. Morte ou effacée. Et maintenant, ai-je demandé. Ils vont te piéger publiquement, a dit Gabriel. Te déclarer menace intérieure. C'est le protocole de récupération d'atouts. J'ai serré la tablette. Mais pourquoi me piéger? Pourquoi ne pas simplement me prendre discrètement? Parce qu'ils ne veulent pas seulement ton corps, a répondu Gabriel. Ils veulent le contrôle du récit. Si le monde croit que tu es dangereuse, personne ne remettra en question ce qu'ils feront de toi. Nous avons quitté la route principale pour un chemin forestier menant à une installation isolée. Les arbres se sont densifiés, l'air est devenu plus froid, mon rythme cardiaque s'est stabilisé. Je n'étais plus dans la vie que je connaissais. J'étais dans celle pour laquelle j'étais née. Alors que nous approchions de ce qui ressemblait à un bunker abandonné caché sous une colline envahie par la végétation, Gabriel a garé le SUV et s'est tourné vers moi. Tu as une dernière décision à prendre, Amélie, a-t-il dit, la voix basse. Une fois que tu auras franchi cette porte, il n'y aura pas de retour en arrière. Tu sauras tout. Ton père est mort pour protéger la vérité sur ce que tu es. Et une fois que tu la connaîtras, ils ne cesseront jamais de te traquer. J'ai croisé son regard. J'ai été traqué toute ma vie sans savoir pourquoi, ai-je dit. Il est temps que je découvre ce qu'il y a en moi qu'ils veulent si désespérément contrôler. Gabriel a hoché la tête. Je suis sorti du véhicule. La porte du bunker a gémi en s'ouvrant, comme si elle se réveillait de décennies de silence. Et à cet instant, j'ai su que ce n'était pas la fin de ma vie. C'était le début de la vraie. La porte du bunker s'est scellée derrière nous avec un bruit sourd et métallique qui a résonné dans la chambre comme le battement de cœur de quelque chose d'ancien. L'air était froid, vierge, comme si cet endroit avait attendu, pas n'importe qui, mais spécifiquement moi. Gabriel se déplaçait avec assurance, s'engageant dans un long couloir bordé de portes blindées en acier. Je l'ai suivi en silence, chaque pas plus lourd que le précédent. Plus nous nous enfoncions, plus une étrange sensation grandissait dans ma poitrine. Pas de la peur, pas de l'anxiété, mais de la reconnaissance. Mon corps connaissait cet endroit, même si mon esprit l'ignorait. Nous nous sommes arrêtés devant une porte de coffre-fort avec un emblème circulaire gravé dans l'acier, le blason de la famille Renault. Mon père m'en avait montré un dessin une fois, me disant qu'il appartenait à de lointains ancêtres. Maintenant, je connaissais la vérité. Ce n'était pas un héritage. C'était une désignation. Gabriel a indiqué un petit panneau sur le mur. Ton ADN ouvrira ce coffre, a-t-il dit. J'ai hésité. Comment le sais-tu? Parce que ton père me l'a dit, a-t-il répondu. Il a dit que le coffre ne reconnaîtrait que sa lignée, et tu es la dernière. La dernière. J'ai réalisé que je n'étais pas seulement en train de déverrouiller une porte. Je déverrouillais le secret final de l'existence de ma famille. J'ai pressé ma paume sur le scanner. Une impulsion de lumière a parcouru ma peau. Le coffre a émis un doux carillon, puis s'est lentement ouvert en pivotant. De l'air froid s'en est échappé, et avec lui une odeur qui m'a serré la poitrine, du vieux papier, des souvenirs, et autre chose encore. Un sentiment de foyer.
La pièce à l'intérieur était circulaire et tapissée d'étagères de boîtes noires, chacune étiquetée avec des numéros codés. Au centre se trouvait un piédestal en verre, et sur ce piédestal, scellé dans un étui de protection, se trouvait un unique journal relié en cuir. Le journal de mon père. Les mains tremblantes, j'ai soulevé l'étui et ouvert le livre à une page marquée. Il y avait une lettre qui m'était adressée, de son écriture. Ma fille, si tu lis ceci, alors les mensonges qui entourent ta vie ont enfin été balayés. Mais ce que je veux que tu saches par-dessus tout, c'est ceci, tu n'as jamais été un accident. Tu n'as jamais été une propriété. Tu as été la première preuve réussie que l'immunité humaine peut évoluer naturellement. Ils ne t'ont pas créé. Tu es né avec ce qu'ils ont passé des décennies à essayer de fabriquer. Ce n'est pas ce qu'on t'a fait qui te rend puissante. C'est ce que tu es déjà. Tu es le futur qu'ils craignent. J'ai fermé les yeux alors que des larmes brouillaient l'encre. Mon père n'était pas seulement mort pour me protéger. Il était mort pour protéger ce que je représentais. Pas une arme, un espoir. Sur la page suivante se trouvait une dernière instruction. Il y a une décision que toi seul peux prendre. Au fond de ce coffre se trouve le terminal de contrôle principal. Une commande leur donnera ce qu'ils ont toujours voulu, ta soumission. L'autre publiera tous les documents classifiés liés à l'initiative Renault. Une fois que tu auras choisi, le monde sera changé à jamais. J'ai regardé Gabriel. Il n'a pas essayé de m'influencer. Il a simplement dit, ton père t'a fait confiance pour décider, non pas en tant que sujet, mais en tant qu'être humain. Mes jambes semblaient lourdes alors que je m'approchais du terminal de contrôle. 2 boutons brillaient doucement sous une vitre. Protocole d'acquisition, signal de reddition. Protocole de révélation, déclenchement de la divulgation publique. Si je choisissais le premier, je pourrais survivre, mais au prix de ma liberté et de la vérité. Si je choisissais le second, je ferais de moi l'ennemi de gens puissants qui avaient déjà tué pour cacher ce secret. J'ai appuyé sur le 2e bouton. Un faible bourdonnement a rempli la chambre. Un compte à rebours est apparu à l'écran. Les données ont commencé à inonder des canaux sécurisés préconfigurés par mon père. Preuve, non, piste financière, tout était diffusé vers les médias mondiaux, crypté mais traçable. Il n'y avait plus de retour en arrière. Gabriel a expiré. C'est fait. Tu viens de changer le monde. Soudain, des alarmes ont retenti. Ils nous avaient trouvés. Notre temps était écoulé. Mais je n'avais plus peur. Pour la première fois de ma vie, je ne me cachais pas derrière ce que je pensais être la sécurité. Je me tenais dans la lumière de la vérité. Il faut partir maintenant, a dit Gabriel avec urgence. Alors que nous nous précipitions vers le tunnel de sortie, les derniers mots de mon père résonnaient dans mon esprit. Tu n'es pas né pour être contrôlé. Tu es né pour révéler ce qu'est vraiment le contrôle. Nous avons émergé dans la nuit froide. Des hélicoptères grondaient au-dessus de nous. Des projecteurs balayaient les arbres. Mais je ne les voyais plus comme des chasseurs. Je les voyais comme la première vague d'un mensonge mourant. Et je ne fuyais plus. Je menais le combat contre eux. Parce que je ne me contentais plus de survivre. Je devenais ce que mon père avait toujours cru que je pouvais être. Pas un sujet, pas une victime, mais le début de quelque chose d'entièrement nouveau. Si vous croyez que la vérité ne devrait jamais être cachée, peu importe la puissance de ceux qui essaient de l'enterrer, assurez-vous de vous abonner dès maintenant et de commenter d'où vous regardez. Car cette histoire n'est pas la fin.